Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un pilier de la pensée du succès, la deuxième leçon du fameux livre de Napoléon Hill, Les lois du succès. Bonjour. Oui, un livre qui, rappelons-le, est le fruit de 20 ans de recherche. Exactement. 20 ans où Hill a vraiment décortiqué la mentalité des géants de son époque. Et la leçon du jour, c'est être la base de tout. C'est le point de départ, oui. On parle donc de la deuxième loi, un objectif principal défini. Ça peut sembler simple, presque un peu bateau aujourd'hui. On l'entend partout. Voilà. Mais notre mission, c'est de voir pourquoi il, lui, en fait la pierre angulaire de tout son système. On va creuser pour comprendre pourquoi c'est essentiel et surtout comment l'appliquer. C'est tout l'enjeu. Lui, son but, ce n'est pas qu'on lise passivement. Il veut nous stimuler l'esprit pour organiser, pour diriger nos efforts vers un objectif unique. Arrêtez de s'éparpiller en somme. C'est ça. J'aime beaucoup la citation qu'il utilise, de Henry Van Dyke. Il dit que « le meilleur buisson de roses n'est pas celui qui a le moins d'épines, mais celui aux fleurs les plus fines On vise l'excellence concentrée, pas la facilité. ». Précisément. D'accord. Alors allons-y. Le truc qui frappe d'entrée, c'est cette statistique qu'il donne. Et elle est brutale. 95% de la population mondiale traverse la vie sans but précis. C'est énorme. Ça veut dire que seulement 5% des gens savent où ils vont. L'immense majorité navigue à vue. Exactement. Et le principe psychologique derrière ça, c'est que nos actions finissent toujours par s'aligner sur les pensées qui dominent notre esprit. C'est inévitable? C'est là que ça devient intéressant. Il ne dit pas juste « pensez fort à votre but ». Non. Il décrit un mécanisme, un processus presque, automatique. L'idée, c'est de fixer un objectif, de l'écrire, et d'y penser tellement que ça sature le subconscient. Et c'est là que le subconscient prendrait le relais. Voilà. Mais attends, ça peut paraître un peu passif, non? Où est l'effort, le travail acharné dans tout ça? C'est une excellente question, parce que c'est souvent mal compris. Ils n'enlèvent jamais l'action. Le terme qu'ils emploient, c'est autosuggestion. Et c'est un processus très actif, très délibéré. D'accord. L'idée, ce n'est pas de s'asseoir et d'attendre. C'est de s'assurer que toute notre énergie, mentale et physique, est inconsciemment orientée dans la même direction. Le travail acharné des 95% est chaotique. Celui des 5% est focalisé. C'est une sorte de GPS interne qu'on calibre soi-même alors. C'est une très bonne image. C'est ce GPS qui, selon Hill, a permis à un Napoléon de devenir empereur ou à un Edison de devenir cet inventeur de génie. Ils étaient obsédés. Et la méthode pratique qu'il donne? Elle est très concrète. 1. Choisir son objectif. 2. L'écrire, clairement, en détail. Et 3, et c'est le cœur du réacteur, l'afficher et le lire à voix haute au moins 2 fois par jour. Au réveil et au coucher. Au réveil et au coucher. Le but, c'est de graver ce message dans le subconscient jusqu'à ce qu'il devienne le logiciel par défaut. C'est une sorte d'auto-hypnose consciente en fait. Exactement. Et pour voir la différence que ça fait, l'anecdote du vendeur de cacahuètes est parfaite. Ah oui? Ce type travaille dur. Il est occupé du matin au soir. Il grille, il emballe. Il est l'archétype des 95%. Il bouge, mais il ne va nulle part. Il est dans l'action, mais pas dans l'action dirigée. Il est en mode survie, pas en mode construction. Voilà. Il ne s'est jamais arrêté pour se demander quel est mon but, comment est-ce que je pourrais obtenir un meilleur rendement de mes efforts. C'est l'énergie dispersée. Et à l'opposé complet, il y a cette histoire incroyable de l'écrivain, cet ami de Hill. Ah oui, le conseil d'administration imaginaire. C'est fou comme idée. Chaque soir, il s'imaginait en réunion avec Lincoln, Napoléon, Emerson. Je dois avouer que c'est un peu perché, non? Ça peut sembler excentrique, c'est vrai. Mais ce qui est fascinant, c'est le pourquoi il le faisait. Il ne faisait pas que les imaginer. Il leur parlait. Il leur posait des questions. Il cherchait activement à modéliser leurs qualités. Il demandait à Lincoln sa patience, à Napoléon sa capacité à transformer la défaite en victoire. C'est une application ultra créative de l'autosuggestion. Il ne visait pas juste un but matériel. Il voulait se sculpter lui-même pour devenir l'homme capable d'atteindre ce but. C'est ça. Il a gravé ses traits de caractère dans son subconscient. Et apparemment, ça a fonctionné. Il est passé de l'anonymat au succès. Du coup, ça nous amène à un autre concept un peu controversé aujourd'hui, la fameuse loi de l'attraction. Oui. Et il l'aborde de manière beaucoup plus pragmatique que ce qu'on entend souvent. Pour lui, c'est une conséquence directe de l'objectif défini. Comment ça? Une fois que l'esprit est focalisé, il agit comme un aimant psychologique. Ce n'est pas magique, en fait, on pourrait presque parler de biais de confirmation ou du système d'activation réticulaire dans le cerveau. C'est-à-dire? Une fois que notre cerveau est programmé pour chercher quelque chose, il le voit partout.
Si on veut une voiture rouge, on voit des voitures rouges partout. Elles n'apparaissent pas par magie? Non, notre cerveau a juste appris à les remarquer. C'est pareil pour les opportunités. Quand notre objectif est clair, notre esprit devient hypersensible à tout ce qui peut nous aider à l'atteindre. Et ça s'applique aussi aux gens, selon lui? Oui, les gens qui ont un objectif ambitieux vont naturellement chercher la compagnie de personnes qui les nourrissent, qui les tirent vers le haut. C'est pour ça qu'il conclut par cette phrase choc. Ne dites pas au monde ce que vous pouvez faire, montrez-le. L'action et la détermination silencieuse attirent les bonnes personnes. L'exemple du prisonnier en Arizona, il est dingue. Le type est condamné, malade, abandonné de tous. Et il prend une décision. Une seule. Son objectif, recouvrer la santé et la liberté, contre toute logique. Et ça marche. Moins d'1 an après, il est guéri et libéré. C'est l'esprit qui influence la matière, littéralement. C'est un cas extrême, bien sûr, mais ça montre qu'un objectif clair peut renverser des situations qui semblent désespérées. D'accord pour l'aspect psychologique, mais économiquement, c'est quoi l'intérêt? Ah, l'analogie du navire. Un navire sans gouvernail brûle son carburant pour rien. Une personne sans objectif, c'est pareil. Elle gaspille son temps, son énergie. C'est un gâchis. J'aime bien l'image de la loupe aussi. Elle est parfaite. Des rayons de soleil dispersés ne font rien, mais concentrés en un seul point. Ça peut déclencher un incendie. L'énergie est la même, seule la concentration change. C'est la différence entre être occupé et être productif. C'est l'essence de l'efficacité, ce qui nous amène au point de départ de tout le processus. Ça ne commence même pas avec l'objectif. Ça commence avec le désir ardent. Oui, un simple souhait, c'est passif. J'aimerais bien être riche. Un désir ardent, c'est une obsession, une pensée qui consume tout le reste. Et ce désir, il faut le transformer. En un objectif défini, précis. Et ensuite, passer à l'action. C'est le triptyque. Désir, objectif, action. Et le texte insiste, il faut le faire maintenant. Écrire son objectif sur papier, pas demain. Et suivre les instructions à la lettre. Il dit que ce n'est pas son opinion, c'est une méthode testée. Donc si on résume, le secret, c'est de passer du simple désir à la conviction réelle qu'on va l'obtenir. C'est un basculement mental. Et le mot qui lie tout ça, c'est la persévérance. C'est le ciment. La persévérance quand l'enthousiasme du début n'est plus là. Exactement. Et pour finir, il y a une pensée assez troublante dans le texte. Il dit que l'absence d'objectif est la plus destructrice dans la relation parent-enfant. Ah oui, Ça amène à se demander comment notre propre manque de direction peut inconsciemment saboter le potentiel de ceux qui nous entourent. c'est une pensée vertigineuse. L'impact de notre manque de clarté sur les autres. Donc, pour synthétiser, le succès commence par un désir qui nous brûle, transformé en un objectif clair, écrit, visualisé chaque jour et poursuivi avec une persévérance à toute épreuve. Avoir un objectif, c'est bien. Mais y croire, c'est le carburant. Et c'est justement la prochaine étape. Tout à fait. Parce qu'un objectif sans la confiance pour l'atteindre, c'est une carte au trésor qu'on n'ose pas utiliser. Pour découvrir comment construire cette force intérieure, rejoignez-nous pour l'analyse de la 3e leçon, la confiance en soi. Abonnez-vous pour poursuivre ce voyage fascinant.